Donc je m'appelle Claude Chevènement, je suis tailleur de pierre, ça fait une cinquantaine d'années à peu près que j'ai appris mon métier. Voilà, et j'ai une façon de pratiquer mon métier qui est assez personnelle, hein, chacun a un peu son expression. Donc moi j'ai commencé ce métier, ça fait 51 ans ou 52 ans à peu près. Après 5 années dans une école d'art appliqué où j'ai fait les différentes choses qui se faisaient dans ces écoles-là, l'école de Beaune. Voilà, puis un jour, j'ai un peu découvert, grâce à mon professeur, donc à Michel Ducotte, des tailleurs de pierre qui restauraient le salle capitulaire à Beaune, dans la vieille abbaye, la vieille église de Beaune. Voilà, puis j'ai eu un coup de foudre, on peut dire, par rapport à cette façon de faire. Et 15 jours ou 3 semaines après le début du stage, je savais que c'était vraiment le matériau qui me convenait, quoi. Ça, je pense que c'est important de trouver le matériau qui va être vraiment support à l'expression, à la sensibilité artistique plus ou moins qu'on peut avoir tous. Et la pierre, vraiment, j'ai trouvé la solidité du matériau qui me plaisait, qui me permettait, qui me laissait suffisamment de place à travers différentes techniques de m'exprimer. Voilà, donc après, j'ai appris d'une façon traditionnelle avec quelqu'un, un moniteur dans ce stage qui était un ancien appareilleur à Chambord, qui connaissait très bien son métier, qui s'était remis à faire de la formation pour des raisons de santé, mais qui connaissait très bien son métier. Et puis petit à petit, j'ai monté un premier atelier, ça n'a pas très bien marché, j'avais pas beaucoup de clientèle, c'était assez difficile. Mon épouse, heureusement, était professeure de dessin et ça me permettait un petit peu de rater certaines choses. Et ensuite, un deuxième atelier avec des gens qui étaient très compétents dans le domaine de la pierre, mais pas forcément de la taille. Eux, c'était des anciens carriers, mais qui connaissaient très très bien leur métier, qui étaient très courageux. Eux, on m'ont appris d'ailleurs un peu le courage nécessaire pour aller dans ce métier, parce que c'est quand même un métier qui, physiquement, c'est pas toujours très très simple à faire, quoi. Au bout d'un certain temps où j'ai pratiqué ce métier, bien en faisant un peu des recherches moi-même sur la stéréotomie, parce que la stéréotomie, ou ce qu'on appelle aussi les coupes de pierre, c'est la façon de tracer la pierre, de passer d'un plan à 3 dimensions. Donc là, il y a vraiment un apprentissage très précis qui se fait dans les milieux compagnoniques auxquels je n'étais pas encore dans ce temps-là. Ça se enseigne traditionnellement et c'est vraiment une excellente chose. Donc moi, je le faisais d'une façon plus personnelle. Je le faisais en répondant à ce que mes clients me demandaient. J'étais donc obligé de me pencher sur les solutions, et les solutions, elles passaient par la stéréotomie. Donc j'ai appris pas mal de choses, particulièrement en faisant des escaliers. J'ai eu la chance en Bourgogne d'avoir quelques commandes d'escaliers très intéressantes, d'escaliers balancés, d'escaliers avec des limons massifs, des marches massives, tout. Donc des choses très belles, parce que l'escalier, c'est un peu comme une sculpture. Voilà, donc j'ai un peu progressé pendant quelques années en Bourgogne, dans cet atelier. Ensuite, au bout d'un moment, la vie à la campagne commençait à être un petit peu trop monotone d'une certaine façon. J'exagère un peu, mais voilà, on a donc décidé, j'avais des contacts avec des gens qui étaient dans le compagnonnage, qui étaient des anciens camarades d'école, qui étaient eux rentrés dans le compagnonnage, à une période où moi je ne voulais pas trop en entendre parler. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui m'attirait et vers lequel j'avais envie d'aller. Donc on a vendu notre maison en Bourgogne, acheté une caravane, un camion, et puis en adhérant à une des 3 sociétés compagnoniques, je pense que tous les métiers, il faut les réinventer. On peut avoir un enseignement bien, même de personnes très élevées, mais en même temps, ça n'a pas d'intérêt si ça passe pas par notre filtre personnel et par notre vraiment expression personnelle. Et tout ce qui m'attirait dans les constructions que je voyais en Bourgogne, puisque on a passé une grande période en Bourgogne, toute cette belle taille ancienne, 13e, 14e,
15e, 18e siècle, où il y avait une taille manuelle de pierre dure, d'un beau calcaire, le calcaire bourguignon, très très beau, très coloré. Et voilà, cette taille m'a toujours plu, dans la mesure où elle est manuelle, elle est tranquille et sans artifice. C'est vraiment les passages d'outils, la façon de traiter la pierre, de travailler avec la pierre qui l'a fait vivre. Et ça me plaisait. J'ai vraiment développé, redéveloppé ou réinventé un peu ce système, un peu en réaction contre un travail très bien fait, qui était issu du 19e siècle, où on voyait des ciselures très droites, des bouchardages très, très droits, tout un ensemble qui pour moi n'avait pas de vie. Et les différentes personnes que j'ai eues comme apprentis, à qui j'ai appris le métier, puisque ça c'est aussi une tradition compagnonique très importante, c'est la transmission. Et donc on ne peut pas vraiment être compagnon, c'est transmettre son métier. C'est le recevoir de quelqu'un. Dans mon cas, je l'ai reçu de plusieurs personnes et j'ai contribué à cet apprentissage. Et après, ce métier n'a d'intérêt que quand on va le donner, pouvoir l'enseigner à une personne qui, elle, va l'emmener plus loin avec son identité, sur sa façon de faire. Ça sera forcément différent. Ça ne sera jamais une copie. Quand c'est une copie, c'est toujours désastreux. Mais il faut vraiment que la personne apporte sa première et sa personnelle impression artistique qu'elle va mettre dessus. En fait, je suis arrivée à l'atelier parce que j'étais à la recherche de quelque chose qui me permettrait de comprendre un peu concrètement des choses que je ressentais. Dans mes promenades en montagne et dans la campagne, j'avais une sensation avec la nature. Et cette sensation avec la nature m'a un peu impressionnée. J'avais fait le choix d'arrêter une carrière professionnelle qui ne me remplissait plus, qui ne me satisfaisait plus. Et je me suis vite mis à la recherche de quelque chose qui me permettrait de rester en contact avec la nature. Naturellement, ça s'est fait un matin, je me suis dit je vais aller à Saint-Antoine, je vais essayer de me former à la taille de pierre pour voir un peu, pour aussi me confronter à moi-même, à ma nature personnelle, que j'avais besoin de connaître pour pouvoir discerner ce qui pouvait être de mon imaginaire ou ce qui était de l'expérience de vie que je traversais dans la montagne, dans la nature. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Claude Chevènement, rencontrer Christophe Chevènement, et puis ça s'est fait facilement dans le cadre d'une formation professionnelle. J'ai pu participer à un stage de 9 mois. Je me suis confrontée à ma pierre intérieure, à mon être personnel. Et puis j'ai rencontré des êtres qui m'ont accompagné, guidé sur ce chemin du travail de la pierre, mais qui était aussi un chemin personnel. La relation entre le maître et l'élève, moi j'ai mis longtemps avant d'accepter l'idée que je pouvais être digne d'être l'élève d'un maître, parce que face à un maître, on n'est pas grand-chose. Et on sent bien, même si rien n'est dit, si c'est juste le travail quotidien de taper dans la pierre, que des choses se passent sur les plans subtils et que un travail profond se fait sans que on sache pour autant l'identifier. Du moins, c'est mon expérience. Et tous les jours, 8 heures par jour, je venais ici, j'étais ici à cet endroit-là. Et donc on part d'un bloc brut que l'on est ensuite amené à façonner. Et voilà, ce que j'ai souvent l'habitude de dire, qu'on doit faire une taille honnête. Et l'honnêteté, pour moi, c'est ça, quoi. C'est que vraiment on donne,
vraiment ce qu'on est, et après, en conséquence de ça, on a des clients qui vont s'intéresser à ça. Donc voilà, donc on a progressé dans le compagnonnage pendant 6 ou 7 ans, et ensuite, pour des raisons familiales, on s'est arrêté, et on est revenu dans cette région. On avait la chance d'avoir hérité d'une maison sur Roibon, donc d'avoir un point fixe. Ensuite, on est venu à s'installer à Saint-Antoine, qui est vraiment un des plus beaux villages du Dauphiné, qui est un village qui est plein d'histoire et plein de possibilités d'ouverture culturelle. C'était vraiment des endroits les plus forts. En plus, dans cette région du Dauphiné, cette région de l'Isère, c'est vraiment très calme. C'est une nature qui est relativement douce, déjà un petit peu montagneuse, mais pas trop, pas étouffante. Et les gens d'ici sont un peu pareils. Voilà, donc après cette période de Tour de France où on s'est installé ici, on a commencé à développer un petit atelier, là, qui était dans le bas du village, puis petit à petit on a progressé, toujours en prenant des gens en formation. J'ai toujours eu, donc avec moi, au moins un an de temps, un jeune qui rentrait, lui, dans le compagnonnage après, qui était donc à un niveau de postulance pour le compagnonnage. J'ai toujours eu aussi volontairement un choix de prendre aussi bien des filles que des garçons, parce que je trouve que le contact et la façon de voir dans une équipe qui est mixte est beaucoup plus agréable. On a eu la chance de faire des beaux travaux sur la région, petit à petit. On a travaillé sur l'église, là, parce que travailler sur l'église, c'est quand même fantastique. En respect de la pierre, en connaissance du matériau. Petit à petit, on est devenu des très bons professionnels de la molasse, de la pierre locale, et donc ça, c'était vraiment intéressant. Puis après, il y a 25 ans ou 26 ans à peu près, on a eu l'opportunité de s'installer dans ce bâtiment. Et ce bâtiment, j'en ai fait un petit centre de formation. Je dis petit par rapport aux grandes écoles, mais depuis 25 ans, on a quand même formé 250 personnes à peu près au métier de la taille de pierre. Une taille qui est vraiment manuelle, avec des outils tout simples qui sont les outils habituels qui ont plusieurs milliers d'années d'existence, au moins 2000 ans, voire 3000 ans d'existence. Donc c'est les mêmes techniques, exactement pareil. On les emmène à une pratique des dessins de la pierre, donc ce qu'on appelle encore la stéréotomie, où on les emmène à l'arrière-voussure de Marseille, qui est un des exemples de cette maquette ou de ces pierres-là. Donc quand ils partent d'ici, sur 7 mois, ils ont une relativement bonne connaissance du métier, ils peuvent aller dans une entreprise sans problème. Oui, là, ça aussi. C'était des fins de stage des années, l'année doit être marquée, je ne me rappelle plus laquelle. C'est peut-être vertigineux. Ouais, je sais 1001 Non, 1901, oui. Et donc là, ils avaient fait, c'était chouette, mais ils m'avaient fait ça à la fin du stage, ils avaient tous signé, puis là aussi, ils avaient mis leur nom, un petit peu poussiéreux, quoi. Ça, c'était 93. Ah, il y avait beaucoup de Russes, là. Ah oui. Alors, il y avait, là, je sais même pas ce que c'est, c'était peut-être un Tibétain ou Ah oui. un Indien, je sais pas, ouais. Peut-être un Indien, lui. Et il y avait quelqu'un qui était de Madras, oui. Donc c'est chouette. Puis ils m'ont représenté avec des tas de mains. Parce que Comme Shiva. Un jour, Claude est venu et puis presque un peu en colère. Il m'a regardé, il a regardé mon travail et il dit « Mais vas-y, quoi, tape dans la pierre !» Et là, j'ai compris que s'il était jamais venu, c'est que mon travail, c'était un peu mou, quoi. J'y allais pas, quoi. Je poupougnais, je n'avais pas encore commencé le travail de la taille de pierre. Où il m'a dit, mais tape dans la pierre, j'ai pu nommer ce qui m'empêchait de taper dans la pierre. C'était mes peurs, c'était l'orgueil, la peur de casser, la peur de me tromper, la peur du geste irrémédiable. Et là, j'ai commencé à un peu lâcher mon geste. Il m'a dit la phrase suivante, il m'a dit, la peur n'empêche pas le danger. Sans l'acceptation de la pierre et sans notre humble demande qu'elle nous accompagne, selon moi, il n'y a pas de relation possible, il n'y a pas de travail de la pierre possible. Donc c'est un travail conjoint, en fait. Et souvent, je me dis que la pierre travaille plus que nous. En fait, la pierre, de par sa nature,
j'allais presque dire une connaissance universelle. Donc elle détient toutes les connaissances universelles. Une pierre, c'est à la fois consolateur, à la fois inspirant, à la fois créateur. Mais oui, le corps physique, le travail de la pierre, c'est physique, c'est engageant. On est vraiment obligé de rentrer dans le corps, mais dans le corps, voilà, transcender. Une fois qu'on a accepté l'idée de l'engagement. Et quand il faut 40 coups d'outils ou 20 coups d'outils, il ne faut pas 350, quoi. Mais ce qui est peut-être le plus intéressant pour moi là-dedans, enfin d'abord il y a ce que ça représente, quoi. Ben, l'octogone, à chaque fois qu'il y a l'octogone qui soit présenté sur cette façon, entourant le carré de base, ou présenté d'une façon plus en polygone convexe, il représente toujours quand même le 8, et le 8 ça représente toujours une représentation de l'inconnaissable, du divin. C'est agréable la pierre, quoi. En plus, dans nos différentes expressions hors de la taille de pierre typique, qui va être celle des monuments historiques ou qu'on peut pratiquer chez des clients, on a développé toute une branche de travaux plus proches de la géobiologie, ou on va dire au service de la géobiologie même, où on fait par le biais de certaines façons de tracer sur les pierres, on va faire des motifs ou différentes choses qui seront propres à réveiller une maison, à améliorer la vie dans une maison ou dans un lieu, et ainsi de suite, quoi. Ceci pour simplifier un petit peu, quoi. Donc là, c'est une pierre qui va servir, c'est un géobiologue qui nous commande différentes pierres. Donc là, c'est une maison, c'est simple, hein, ça va être une pierre simple. Et géobiologiquement, il n'y a pas de gros dégâts ou de gros problèmes dans la maison. C'est simplement comme une pierre qui peut être une pierre de bénédiction ou de bienvenue pour les nouveaux habitants qui vont être dedans, quoi. Voilà, donc déjà en premier, j'ai cherché avec mon pendule où était le ciel, où était la terre, où était donc le dessus ou le dessous dans sa polarité, dans la polarité de la pierre. J'ai cherché aussi où était le nord par rapport à cette pierre pour qu'elle soit installée le plus possible comme elle était dans sa création, dans la carrière, dans la masse. Parce que la base même de ce qu'on va faire, et de cet enseignement, qui est un enseignement traditionnel, cet enseignement, on l'appuie sur la géométrie. Mais la géométrie, c'est l'art de géométrie, comme on pouvait en parler au Moyen-Âge, où c'est le rapport qu'il va y avoir entre les philosophies grecques, entre les travaux qui se faisaient au Moyen-Âge, entre des choses qui sont même qui précèdent cette période des Grecs, mais on parle toujours de la même chose. Et on va parler toujours de cette expression géométrique. Pour nous, ça va se résumer en la pratique de 22 polygones différents. Ces 22 polygones vont être constitués de ce qu'on appelle les trois mères, les trois figures mères. Ensuite, on va avoir un autre système de polygones qui vont être plus simples et d'autres polygones qui seront doubles. Voilà, et à partir de ça, on est capable de construire au moins une cathédrale. Voilà, donc là, on va monter au niveau du triforium.
Il faut imaginer tout cet endroit, il faut imaginer les arbres en bas, il faut imaginer à peu près au niveau du début des voûtes. Là, on est dans le départ des branches et il y a exactement la même chose qui va se passer dans une forêt, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sève qui va monter dans les troncs, qui va passer dans les branches et qui va rejaillir sur nous en oxygène, hein, si on peut dire ça un petit peu rapidement. Donc là, lui, il indique vraiment que le silence est d'or, celui-ci là. Et celui-ci, effectivement, c'est comme le pendu. C'est un peu comme ça, que les personnages comme ça indiquent toujours une chute. Donc là, on peut dire que si on parle trop, on peut chuter. Voilà, donc là, on est sur les collatéraux, qu'on appelle les reins de voûte. On est sur la voûte des collatéraux. Là. Donc il y a en plein centre, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de pierre. Et il y a plus d'épaisseur le long des murs. Certaines personnes qui ont été enterrées ici. C'était quand même un lieu de pèlerinage. Il faudra faire attention à la tête, surtout quand on va arriver au bout là. Là, on a une belle vue sur tous les arcs-boutants. Ils ne sont pas très importants ici, parce qu'il y a une construction qui est assez ramassée, mais c'est quand même un bel ensemble. Là, on a l'avantage de voir différents travaux qu'on a pu faire. On a refait tout l'ensemble, toute la partie des pinacles, comme on voit celui-ci, là, qui est près de nous. C'est ce qui est un petit peu classique, c'est-à-dire qu'on garde en place tout ce qui est lisible encore, toutes les pierres qui sont encore en à peu près bon état, même si elles sont un petit peu abîmées. Et puis après, ce qui est trop abîmé, bon, on le refait complètement, quoi. Tout cet ensemble, on a participé sur 5-6 ans de suite, à peu près. Puis là, on a une vue sur le Vercors qui est belle, quoi. C'est une belle région, c'est beau le Dauphiné, l'Isère, moi vraiment j'aime bien. Je ne suis pas natif d'ici, mais vraiment c'est une région que j'aime bien. Et là, on a refait cette gargouille, c'est une de mes anciennes stagiaires, Caroline. Ben, nous, on a toujours formé ici au moins un tiers de jeunes femmes. Hein. C'est extrêmement important pour nous de voir les aspects de taille. Cette partie, elle est relativement à l'abri. Donc on voit bien la texture sur chaque morceau, on voit bien à la fois la dureté de la pierre, et puis on voit la façon dont elle a été travaillée. On voit les différents outils qui ont servi. On voit qu'il y en a des traces dedans de pointe, et on voit que le tailleur de pierre a été un peu trop bas dans son parement, et il a emmené son brochage un peu trop loin. Après il a dressé le tout avec sa gradine et il a terminé avec le brételet, mais il a gardé ses traces, et c'est toutes ces traces, tout ce qui pourrait passer pour des imperfections, qui en fait font vivre tout cet ensemble. Si vous imaginez ça construit, fait à la machine, brut de machine, ça n'a absolument pas de vie. On va laisser une trace sur ce matériau. Ce matériau, lui, il nous laisse toute la possibilité d'inscrire ce qu'on veut faire dans des choses toutes simples. Hein. Ces pierres-là, c'est des cubes, hein, en gros, ou des parallélépipèdes rectangles, mais qui sont très très simples. Et en fait, la taille de pierre, c'est déjà avant tout dans des choses comme ça. En ce qui me concerne, moi j'ai toujours été, depuis longtemps, un peu interrogatif par rapport à ce qu'on est sur Terre et ce qui peut être autour de nous, ce qui peut animer tout cet ensemble. Donc on peut dire un principe plus élevé, inconnaissable, mais qui pour moi existe, plus dans les manifestations que dans une preuve quelconque, qui n'a pas en soi énormément d'importance. Mais c'est toujours cette chose que j'ai essayé de chercher et de mettre dans ce que je fais. Et la pierre, pour moi, est très importante dans la mesure où elle va pouvoir vraiment permettre
à travers les différents passages d'outils qu'on va pouvoir faire dessus, d'amener cette partie qui peut paraître hasardeuse, mais en fait qui n'a rien à voir avec le hasard et qui va permettre de capter la lumière dessus et qui va vraiment la faire vivre. Pour moi, c'est déjà une des manifestations d'autre chose qui est plus élevée que nous. Et la pierre, la taille de pierre en particulier, la construction en pierre, dans la construction cistercienne, entre autres, ça va vraiment être une façon construite, savante, géométrique, d'habiller le vide. Et ce qui est le plus important, c'est le vide. Le plein n'est qu'au service de ce vide qui va être, et pour eux, et pour moi dans ce que je fais, ce vide, ça va être une expression céleste, pour dire un terme. C'est toujours difficile d'employer des termes par rapport à ça. Et là, quand on va dans des abbayes, ce qu'on appelle les Trois Sœurs, donc les abbayes qui sont un petit peu plus au sud, Sylvacane, Sénan, Quelteronnet, moi j'ai une affection particulière pour Sylvacane. C'est dans celle-ci qu'on comprend le mieux, cette vision. Quand on rentre vraiment, même quand on voit la nef comme elle est, le peu de lumière qu'il peut y avoir, parce qu'il y a des petites ouvertures, mais en même temps la force de la lumière qui va passer par ces petites ouvertures, c'est fantastique. On a travaillé sur un monastère cistercien, mais tenu par des orthodoxes, et dans l'ambiance même des constructions des églises orthodoxes que je connais, on retrouve aussi un peu cette intimité et cette importance de l'intérieur par rapport au plein. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours interrogé. Peut-être que maintenant, je mets des réponses que je n'avais pas forcément au début, mais ça fait vraiment partie de ce que j'ai toujours aimé faire, mais vraiment d'une façon très très importante. Quand je vais dans ces bâtiments, je me sens vraiment, pour moi, je me sens chez moi, mais chez moi dans un sens de connaturalité qu'on peut avoir avec des éléments. Mais quand je vais en forêt, je trouve un petit peu les mêmes choses aussi. On va trouver cette même force naturelle. Pour moi, l'essentiel dans tous ces bâtiments, on va les trouver dans cette période romane, comme je vous dis, ou dans cette période gothique, mais on va le trouver aussi dans des temples, certains temples grecs. On va la trouver dans des endroits comme on peut trouver à Karnak, Stonehenge, ou dans des endroits comme ça. Là, on touche quelque chose qui est intemporel. Et là, tant qu'on est dans l'intemporalité, là, ça fonctionne. On est dans la même vision par rapport au divin. Mes beaux chantiers en pierre du Vercors, là. C'est fantastique, c'est une sculpture. Pour moi, c'est une sculpture magnifique, ça. Donc là, on est sur la façade occidentale. C'est généralement la façade principale qui vraiment indique le but même de toute cette construction, quoi. Donc là, on est en construction gothique, donc sur une base de triangle. Hein, c'est classique, ça se voit encore sur les deux portes de chaque côté, puis ça se voit bien dans la forme générale. Donc à la différence de l'époque romane où on est toujours basé sur un diamètre horizontal, et toujours avec les deux points du diamètre horizontal qui sont plutôt le bien, le mal, tout un ensemble de choses qui sont toujours un peu une introspection sur soi-même et sur ce qu'on doit faire. Là, dans l'époque gothique, on a plus de diamètre horizontal, on a un troisième point, donc cette forme triangulaire qui, là, emmène vraiment toutes les idées, toute la vue vers le haut. On a donc les points qui sont importants, qui vont être les points pivots, qui sont ceux des équinoxes et ceux des solstices. Et là, il faut s'imaginer que là, à l'extérieur, on est dans le monde matériel, et on est vraiment comme si on était au solstice d'été, au plus haut de la matérialité. Et à 180 degrés, on aura au fond de l'église, au cœur, l'endroit le plus fort, qui va être celui du solstice d'hiver, qui serait le solstice d'hiver sur la course du soleil, et quel endroit, donc du cœur, de l'endroit ici, en l'occurrence, où on a les reliques de Saint-Antoine qui sont là, qui est le point fort de l'ensemble. L'intérieur de cette église est aussi assez fantastique par le calme qu'elle peut apporter
et par ce mélange à la fois de pierre de molasse et de sol en pierre dure du Vercors, qui donne une sérénité dedans par les éclairages qu'il peut y avoir, par les fenestrages sur les côtés, qui remplit parfaitement son rôle, quoi. C'est aussi beau que si on est dans la nature, quoi. On peut avoir les mêmes sensations qu'en forêt ou dans des endroits. Là, on a quelque chose d'important dans ce lieu. Voilà, donc si on suit bien la moulure, depuis là, on va suivre tout le tour, hop. Ici, elle est parfaitement plate, comme il faut, bien classique. Et là, elle continue. Et ici, on a cette cassure volontaire qui fait que là, on n'a pas de raccord. On a une indication très précise que la moulure indique un lieu précis de soins ou autre, parce que géobiologiquement, on sait qu'à cet endroit-là passe quelque chose qui est important dans les courants. L'avenir est devant nous, ce qui est parfait, et le monde du Verseau qui s'ouvre à nous devrait découler sur des constructions nouvelles, où de nouveau on retrouvera peut-être ce côté intemporel, je dis bien peut-être, ça n'en est pas encore tout à fait là, mais on retrouvera des choses sûrement vraies, et cette élévation où la construction va y participer, peut-être différemment, mais tailler une pierre 6 faces d'équerre toute simple sur un beau parallélépipède et puis faire des passages d'outils dessus, on est dans un travail contemporain qui à la fois est contemporain, mais à la fois correspond au passé et en même temps correspond à l'avenir. Donc c'est parfaitement possible. C'est un métier qui durera toujours. Encore une fois, tant qu'il y aura des pierres, il pourra y avoir des tailleurs de pierre qui le feront bien, j'espère. Pour moi, un arbre comme ça, c'est l'équivalent d'un menhir. Pour moi, il a la même force. Alors, géobiologiquement, on pourrait regarder, mais peu importe. Visuellement, pour moi, il a la même force qu'un menhir. C'est comme des runes. C'est comme une écriture runique. Moi, c'est ça que je trouve fantastique là-dedans. C'est pas une écriture que j'ai fait moi, mais dans la mesure où moi je la trouve belle, je me mets en connexion avec, quoi. Non mais c'est vrai, vous ne trouvez pas que c'est fantastique ça? Hein? C'est les petits vers qui font ça, quoi. Oh, ça c'est extraordinaire, ça. Voilà, celui-là il va être beau, je vais bien le nettoyer comme il faut, enlever le reste, pas l'abîmer, essayer de ne pas sortir les endroits qui sont un peu... Là il est bien sec, après je vais l'huiler un petit peu pour tous les fonds vont ressortir un peu plus, donc là l'écriture sera encore un peu plus lisible, quoi.
Ben, ces choses-là, c'est plus comme des études documentaires, plus des choses. Je trouve que dans la nature, les plus belles sculptures sont existantes sans rien faire. Quand je vois tout le travail que les petits vers ont fait dedans, c'est fantastique, c'est des sculpteurs magnifiques, quoi. Même quand je fais ça sur là c'est en 2 dimensions, c'est sur une face plate, mais c'est la même chose que la même pensée qu'en bâtissant, c'est que le plein met toujours en valeur le vide. Et là, en l'occurrence, c'est ça. Pour moi, la lumière, c'est ce vide qui est là, mais qui est beaucoup plus important, qui contient beaucoup plus de choses. Quand je vois ce qui est fait sur ce bâton, on dirait des petits chrysanthèmes, c'est extraordinaire, quoi. Et des bâtons comme ça, des choses comme ça, on en a plein la nature, hein. C'est un frêne où certaines branches ont été arrachées par mon cheval pour manger les feuilles. Et ensuite, il a séché sur place. Et les petits vers se sont mis sous les écorces. Voilà, donc c'est le travail de la nature, hein. Oh, moi, la prochaine fois, je me fais petits vers, hein. Ah, là, mon travail, ça a été simplement d'enlever l'écorce, de le repérer déjà. Parce qu'en fait, c'est ça que je trouve qui est important, même dans la sculpture ou dans ce qu'on fait. C'est une vision des choses, c'est une façon de voir les choses. Ce que j'avais résumé, là, je trouvais que c'était pas mal. J'ai toujours été un tailleur de pierre qui fait de la sculpture ou un sculpteur qui fait de la taille de pierre. Pour moi, l'expression artistique réside dans la façon dont on regarde ce qui nous entoure. Et la pierre a été, et encore pour moi, le matériau de prédilection par l'accroche de cette lumière qui l'a fait vivre subitement, naturellement, gardant l'empreinte du passage des différents outils. Donc une question qui revient régulièrement, que les gens nous posent là, c'est quels sont les contacts ou les liens qu'il peut y avoir entre le compagnonnage et la franc-maçonnerie, entre autres, ou avec les sciences dites, on peut appeler les sciences secrètes. Je pense que c'est des choses qui sont différentes, tout en ayant des points de ressemblance. On peut dire que ce soit le compagnonnage ou que ce soit la franc-maçonnerie, ce service de l'humanité, l'humanisme qui peut être dans ces deux sociétés, peut être semblable. Maintenant, on a toujours parlé d'opératif, de spéculatif, et c'est un peu comme si c'était la même filiation, et que cette filiation s'est divisée en deux branches différentes. Le point commun qu'il y a peut-être entre le compagnonnage et la maçonnerie, pratiquement, même plutôt la maçonnerie ancienne, c'est celui qu'on peut appeler le grand architecte de l'univers. Le compagnonnage, comme il est dans les compagnons, que ce soit le devoir, les étrangers du devoir, c'est quand même cette croyance qu'il y a, et ce service, on peut dire, du grand architecte de l'univers. Mais le compagnonnage, les corporations dans les métiers, moi je parle plutôt de la taille de pierre, si on voit ce lien, cette naissance un peu au Moyen-Âge, à la construction même des cathédrales, dans cette période très forte qui va être entre le XIIe et le début du XIVe siècle, là on voit qu'il y a des choses qui sont très très mises en place corporativement chez les tailleurs de pierre, et on voit que par la suite, on peut trouver des structures qui sont un petit peu semblables dans des milieux maçonniques. Par contre, ce qui est intéressant de voir, encore une fois dans le compagnonnage, peut-être aussi en maçonnerie, c'est cette culture qu'il peut y avoir avec l'application des sciences dites
dans certains milieux, dites sciences secrètes. Quand on parle des sciences secrètes, on va parler de l'astrologie, on va parler de l'alchimie, on va parler un petit peu de la symbolique et des liens de la symbolique avec les deux autres sciences. On va parler un petit peu de l'héraldisme qui va être lié à ces problèmes de mythologie. Et à partir de là, on peut, et dans certains milieux, avoir un enseignement qui va permettre d'accéder à ça. Mais tout ce lien va se faire par le biais de la géométrie. La géométrie, nous, c'est la base de notre métier. Donc on ne peut pas pratiquer la géométrie si on ne s'intéresse pas à ça. Donc voilà. Alors ça, cet enseignement, il est extrêmement important. Il va être donné à tous les gens de volonté bonne, on va dire, mais à partir du moment où on fait un petit peu tous les efforts nécessaires pour accéder à ces connaissances. Parce que je vous disais l'autre jour, par rapport au métier, que le métier n'était pas une fin en soi. Le métier est vraiment un moyen. L'autre jour, on prenait l'exemple d'un bâton qui nous permet de marcher au milieu des épines. C'est exactement ça. Et ce métier va nous permettre donc de faire plus ou moins ce qu'on va appeler notre devoir. Le devoir dans le compagnonnage, c'est vraiment l'élément le plus important. Alors on peut mettre différentes choses derrière. On va mettre différentes choses derrière suivant le niveau, je vais dire un mot dont il faut se méfier, le niveau initiatique dans lequel on va être. Le but étant terrestre, le bien de l'humanité, pour quelque chose de plus céleste qui est un petit peu plus élevé. Quant à l'alchimie, moi j'invite tous les gens qui sont intéressés à étudier ce que Fulcanelli a pu en dire, ou essayer d'étudier différentes choses qui ont été faites sur Notre-Dame de Paris, par exemple. Là, c'est vraiment sur tous les différents portails. Là, c'est très intéressant, tout ce qui peut être dessus, à partir du moment où on sait lire de quoi il s'agit. Pour moi, l'alchimie, l'élément le plus important est d'arriver à former le plomb en or, mais en or véritable, et ça, c'est le cheminement de chaque individu. À partir du moment où notre déterminisme nous amène à être d'une certaine façon, notre but terrestre va être d'essayer de tirer le plus de profit pour autrui de ce qu'on peut être. La transmutation du plomb en or commence déjà par soi-même. Et il faut donc pour ça, il faut épurer, il faut faire toutes les différentes opérations qui sont habituelles dans ce niveau pour arriver à cette alchimie vraiment vraie, quoi. Dans la tradition chrétienne, il y a Hermès Trismégiste. Et dans le livre des merveilles, on dit un petit peu la même chose. Dans le Sefer Yetzirat, on va dire qu'il y a 3 mers, 7 doubles et 12 simples. Donc c'est dit comme ça, dedans. C'est exprimé comme les 22 chemins qui vont permettre d'accéder à une certaine connaissance. Ça va se traduire par 22 polygones qui sont possibles. Et ces 22 polygones qui vont amener à la compréhension de la totalité, alors là, on en revient au système duodécimal qui est que la circonférence est découpée en 360 degrés. À partir du moment où on va être dans cet ensemble, on sait que ces 360 degrés pourront être découpés 22 fois, ou de 22 façons différentes. Donc de 22 polygones différents. En sachant encore que ces polygones, certains peuvent s'étoiler, d'autres pas. Donc si ces polygones s'étoilent, ça multiplie ça un petit peu. Et si on les multiplie entre eux, on va arriver à 4680 côtés.
C'est le cheminement qui va nous amener vers la compréhension du divin. Ce cercle et toutes ces traditions-là ne sont qu'au service de cette compréhension. Ça va se traduire dans d'autres civilisations par des mandalas ou à d'autres endroits par une mythologie qui va être plus en 2 dimensions, qui va être différente. Voilà, mais on parlera toujours de la même chose et on ira toujours vers cette même compréhension. Donc dans ce moyen de compréhension, on aura ce système, le système des 22 polygones. Voilà. Et avec ça, vraiment, on fait beaucoup de choses, quoi. C'est plus clair. C'est vrai que les secrets, c'est simplement de ne jamais galvauder les choses qui sont élevées. Et en même temps, une chose qui est très très importante, c'est que garder les choses un peu secrètes, mais donner les moyens à la personne de découvrir par lui-même ce qui est derrière, c'est ça l'essentiel. Une autre chose qui est propre à la taille de pierre, un peu comme on la pratique ici, je dis bien que c'est comme on la pratique ici, et il y a beaucoup d'autres endroits où c'est différent. C'est que si on travaille un peu avec toutes ces idées, avec cette recherche spirituelle qu'on peut avoir derrière, on va travailler en mettant beaucoup d'importance à la pierre elle-même. C'est-à-dire que l'individu, le tailleur de pierre qui va être là, qui va être debout, qui va faire son travail, qui va pratiquer les différents passages d'outils sur sa pierre, s'il le fait avec un certain respect par rapport à son matériau, s'il laisse toute la place au matériau, c'est vraiment ça, tailler la pierre. C'est-à-dire que le matériau, la pierre elle-même, par sa masse, elle contribue elle-même à la taille. Et c'est en ça que la taille de pierre peut être un peu comme un art martial. Pour moi, un art martial s'installe à partir du moment où 3 choses sont connectées en même temps. C'est-à-dire que là, il va y avoir l'individu, il va y avoir la pierre, et il va y avoir l'énergie qui est au milieu, qui va faire son travail. C'est ces 3 choses-là qui vont faire véritablement la taille de pierre. Et on a un bon tailleur de pierre, même si on fait des choses très simples, c'est même peut-être là-dedans que ça sera le plus élevé. Pour reprendre l'exemple du parallélépipède rectangle, tout simple, si on fait un beau travail, une belle face plate, avec les traces d'outils qui vont être dessus, c'est parfait. Et si on fait cette face plate sans penser qu'on est en train de faire une face plate et qu'elle doit être très belle, là c'est réussi, là ça fonctionne. Une fois, à partir du moment où on se libère l'esprit de ce but qui va être de faire cette face plate, en gros, là ça va fonctionner, ça devient naturel. Ce qui est très difficile, c'est d'arriver à faire que les choses soient naturelles, en oubliant ce qu'on est en train de faire. Et il y avait un vieux maître qui expliquait aussi que ce qui comptait, c'était pas d'atteindre la cible qui était devant, c'était la flèche, ce qu'elle allait continuer à faire après la cible. Et c'est vrai que c'est tout autre chose. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus important. Tout réside dans les tenues d'outils. Ça, c'est extrêmement important. La tenue d'outils, elle va vraiment donner une inclinaison précise aux outils qui va faire que ce qu'on va faire, le mouvement va être efficace. Donc là, il y a une osmose qui va se faire vraiment et qui va libérer l'esprit. Et si on est en recherche spirituelle ou autre, parce que il y a ce côté, un peu, quand je dis art martial, mais il y a un côté un peu monastique dans ce qu'on fait. Donc on peut faire ce métier, moi c'est comme ça un peu que je le pratique, avec cette recherche, et être parfaitement à l'aise avec, en travaillant pour des clients. Ça fonctionne très bien, quoi. On peut dire que déjà, il y a plusieurs sociétés compagnoniques. Il y a des sociétés de niveaux différents, de niveaux de grosseur, d'importance différentes. Et comme quand on est parti ou quand on a décidé de s'engager dans le compagnonnage, sur la voie compagnonique, on va dire, c'était une recherche, hein, c'était un peu plus une recherche spirituelle, peut-être un peu nous d'ailleurs. C'était lié à la fois au métier
et puis à notre recherche spirituelle, en 30 ans à peu près, donc on cherchait différentes choses. Comme j'étais marié et qu'on avait des enfants déjà, donc le choix était vraiment court. J'ai côtoyé les trois sociétés. Les trois sociétés m'ont toutes les trois proposé quelque chose, mais la seule qui me proposait vraiment de faire le Tour de France, j'estimais qu'on ne pouvait pas rentrer dans le compagnonnage sans faire le Tour de France, c'était l'Union compagnonnique des Devoirs Unis. Donc c'est la seule, c'est celle qu'on a choisie. En plus c'était la plus petite et c'est les compagnons que j'ai contactés, c'est ceux que j'ai trouvés vraiment les plus humbles. Il y a des régions où les gens sont assez fiers, assez bourgeois, assez distants. D'autres où les gens sont peut-être beaucoup plus... des régions un peu plus pauvres, je pense aux Houlottes, à la Corrèze, peut-être particulièrement aux Houlottes, qui est peut-être une des régions où on a été le mieux accueillis. Compte que ce périple en famille et qui nous a permis à tous de nous épanouir réellement, c'est-à-dire d'être des êtres qui pouvaient... Nous ouvrions la porte de notre caravane et nous étions tout de suite dehors par tous les temps. Et là, il y avait véritablement pour moi une vie que j'aime, c'est-à-dire dans le sens très poétique. Pour arriver à être mère de compagnon, il a fallu déjà un certain parcours avec le pays, c'est-à-dire mon mari, où là, on doit soi-même avoir vécu des choses avec son mari tailleur de pierre, étant à l'Union compagnonnique des Devoirs Unis et fréquentant les compagnons qui l'entouraient. Donc la femme reste, disons, à l'encadrer, l'entourer. Et cette période m'a permis de mieux les connaître. Ce sont les hommes donc, qui m'ont choisi et qui m'ont proposé d'être à leur côté. Je vous dirais, avant d'être mère, on est dame hôtesse, c'est-à-dire que les compagnons décident de vous nommer dame hôtesse pendant plusieurs années pour, disons, faire comme un apprentissage qui permet de mieux connaître le fond compagnonnique et d'adhérer véritablement à cette association. Ce qui a été important pour moi pendant donc 9 ans, c'est pendant que les compagnons eux-mêmes étaient à leur réunion, c'était mon rôle de rester avec les jeunes et de mieux les connaître, d'approfondir leur vie à l'extérieur de leur métier et surtout dans les cuisines où j'ai vu des jeunes gars, disons, avoir des vies difficiles. Les 7, 8, 9 ans sont passés et un jour est arrivé le moment pour être intronisée mère des compagnons à Lyon. C'est une très grande réunion qui a lieu dans une grande salle. Et là, véritablement, cette intronisation, dont je ne peux raconter ce qui se passe, est véritablement une initiation qui permet à la femme, à une femme, d'être au milieu de ces hommes avec son énergie propre et elle-même d'apporter véritablement je dirais une verticalité à l'ensemble des compagnons. Elle a été tout le 19e siècle la femme du compagnon tenant une auberge. Donc cette auberge, avec la vie que vit tout un ensemble d'une auberge, avec le monde compagnonique et les jeunes qui venaient là justement pour retrouver véritablement une mère. Je pense que c'est la période où les hommes avaient la nostalgie souffraient d'avoir perdu véritablement leur famille pour faire ce grand tour de France, puisque c'était la période qui était faite pour ça. Elle les accueillait, elle raccommodait leurs habits, elle les embrassait comme une vraie mère et elle savait aussi s'occuper de leur comptabilité. Et tout ce monde autour de l'auberge avec le père et la mère était vraiment une grande famille.
Et donc de ville en ville, les jeunes étaient vraiment avec le monde compagnonique homme et cette mère qui faisait le joint de pouvoir elle-même les élever en partie après leur propre mère. Et passé ce siècle, petit à petit, je pense que la mère a été de plus en plus, jusqu'à aujourd'hui, une représentation, c'est-à-dire une image. Aujourd'hui, nos jeunes n'ont pas besoin de retrouver une seconde mère, du tout. Ils sont pris par un monde totalement différent. Ils n'ont pas non plus les mêmes connaissances de base, ni peut-être la même éducation. Et la mère, pour eux, ils vont être d'un grand respect pour moi, vraiment, et même ils me parlent avec beaucoup de tendresse, mais ils n'ont pas besoin véritablement de cet amour maternel en second degré. Cette période-là est une période aujourd'hui qui est charnière, c'est-à-dire que les hommes se rendent très bien compte qu'ils ont toujours besoin d'une mère, mais que le monde féminin est en train de frapper à la porte. C'est-à-dire que des femmes qui savent très bien leur métier ont besoin de rentrer dans quelque chose où elles pourraient prouver, elles aussi, que leur travail est reconnu par le monde des hommes et par une société. C'est fini.